Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Dev Café. J'espère que vous allez très bien, d'autant plus qu'on est vendredi, donc forcément c'est une bonne nouvelle, le week-end approche. Donc pour rappel, si toutefois vous n'avez jamais vu des épisodes de Dev Café, c'est tout simplement l'actualité autour du développement mobile chaque matin vers 7h. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, comme ça vous serez notifié à chaque fois qu'il y a des nouvelles vidéos. Et d'ailleurs, j'en profite par ma rengaine quotidienne. Aussi, n'oubliez pas de faire le petit like, de mettre la cloche et tous ces trucs-là, parce que comme vous le savez, ça aide énormément à ce que de plus en plus de gens découvrent la chaîne, parce que l'algo de YouTube est fait comme ça, donc bref. Désolé de vous le demander chaque jour à quémander. Juste avant qu'on voit les actualités du jour, un petit flashback par rapport à hier. Je vous ai parlé d'un outil qui s'appelle Volfia, et tout simplement, ça permet de faire tester une application depuis son navigateur. Et je vous avais indiqué que c'était fait par un Français. Et finalement, il m'a répondu, et a priori, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire une petite interview dans les prochains jours. Donc moi, ce que je vous propose, c'est dans la description, je vous ai mis un petit questionnaire, comme ça, si vous avez des questions par rapport à cet outil, donc voilà, moi, je vous avais expliqué dans la vidéo qu'il y avait des problèmes potentiellement légaux, parce qu'il n'y avait pas les CGU et tout ça, donc là, par exemple, il m'a expliqué que ça allait arriver, il n'y avait pas de souci, mais voilà, si vous avez des questions sur l'outil en tant que tel, sur des choses comme ça, n'hésitez pas, moi, en tout cas, j'essaierai de poser vos questions. Voilà, donc bon, c'était une introduction un tout petit peu longue aujourd'hui, mais maintenant je vous propose qu'on passe aux différents sujets. Pour commencer, on va s'intéresser au Photo Picker, qui est une des fonctionnalités qui va arriver avec Android 13. Donc aujourd'hui, quand vous développez des applications et que vous voulez permettre aux utilisateurs de choisir une photo ou une vidéo par exemple, il faut tout développer vous-même. Et l'idée de ce Photo Picker, c'est justement qu'il va y avoir un composant générique. Et normalement, c'est une fonctionnalité qui est disponible que pour Android 13. Mais en regardant dans la doc aujourd'hui, vous voyez, ça dit que ça peut être rétrocompatible avec Android 11 via les Play Services. Donc là-dessus, en fait, il y a un article qui est paru et qui nous donne plein de détails là-dessus, et donc je vais vous expliquer comment une fonctionnalité qui était normalement exclusive ne va pas l'être. Ce qu'il faut savoir, c'est que pourquoi déjà est-ce qu'il y a le Photo Picker? Côté utilisateur, on a envie d'avoir une interface unifiée, et pour nous développeurs, qu'est-ce qu'on a envie de faire? D'une, de ne pas s'embêter à développer l'interface, et ensuite, normalement, il faut demander la permission pour accéder à tout un tas de fichiers, alors qu'en réalité, c'est pas ce qu'on veut. Nous, côté développeur, on veut juste l'emplacement d'un fichier, et même que ce fichier il soit juste en lecture seule. Tout le reste, on n'en a rien à secouer. Et c'est justement ce que permet le Photo Picker, qui finalement va un peu être le meilleur des deux mondes. Comment est-ce que c'est implémenté? Donc pour nous développeurs, ce sera simplement un intent à envoyer, et il n'y aura pas de souci là-dessus. Cet intent, qu'est-ce qu'il va faire? Tout simplement, il va donc ouvrir le nouvel écran, et cet écran, il va aller piocher dans ce qu'on appelle le Media Store, qui, pour vous la faire simple, c'est une grosse base de données. Et le lien entre l'activité et le Media Store, ça va être ce qu'on appelle le Media Provider. Et ce Media Provider, en fait, il a connu récemment, depuis même Android 11, il a eu un petit changement en interne, parce que auparavant, il était livré comme un composant d'Android, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il y avait des nouvelles versions d'Android, ce Media Store, ce Media Provider, il venait évoluer. Et l'idée, c'est que depuis Android 11, ça fait partie de ce qu'on appelle le Project Mainline. Et ce Project Mainline, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un système modulaire de composants. Si on regarde un peu mieux dans la doc Android, en fait, ce dont on se rend compte, c'est que ça va permettre d'avoir des modules qui sont maintenant upgradables à distance. Et pourquoi est-ce que Google a voulu mettre ça en place? Tout simplement parce qu'il y avait énormément de failles de sécurité autour de la partie multimédia sur Android, et de ce fait, maintenant ils vont pouvoir mettre à jour la partie média sans avoir besoin de mettre à jour tout Android. Donc on comprend pourquoi est-ce qu'ils demandent ça tout simplement. Et ça fait totalement sens. Et c'est justement grâce à ce mécanisme que l'on va pouvoir dire que notre fameux Photo Picker, il est accessible sur Android 13, mais il va être aussi accessible sur 11
et 12. Et donc là, justement, cet article nous explique comment est-ce que tout ça est possible. Là-dessus, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez lancer l'intent pour dire je veux prendre le photopicker, en fait, il va se passer deux cas. Si vous êtes sur Android 13, vous n'avez aucun problème, vous avez la garantie que les API sont là. Par contre, quand on est sur Android 11 et 12, à l'époque, les API n'existaient pas. Ce qui se passe, c'est que donc les Play Services vont venir les ajouter, ces fonctionnalités. Donc vous, dans votre code, grosso modo, ce qu'il va falloir dire, c'est je dois vérifier est-ce que ces API existent, sinon, je dois encore fournir l'ancien système. Et donc, comment est-ce que, en fait, on fait pour déterminer est-ce que ces nouvelles API sont là? Et pour ça, dans le project mainline, vous avez ce qu'on appelle le SDK pour les extensions. Donc si on regarde qu'est-ce qu'il y a dans cette API, finalement elle est ultra basique parce qu'il y a juste deux méthodes, mais là-dedans ça va nous retourner des numéros de version, donc des versions d'API. Et donc ce que l'article nous explique, c'est que tout simplement, il faut vérifier si le SDK est au minimum à 2, parce que c'est la première fois qu'il y a des nouvelles fonctionnalités qui sont ajoutées, auquel cas vous pouvez assumer que vous pourrez lancer le photopicker, parce que ça a donc rajouté les fonctionnalités qu'il y avait besoin. Mais là-dessus, du moins vous pouvez vous embêter d'une certaine manière à le faire comme ça, ou plus simplement, en fait, vu que c'est un intent, il suffit de voir est-ce que derrière cet intent, il y a une activité qui se lance, et ça va plus vite. Mais comme vous voyez, le mécanisme des extensions est plutôt intéressant, parce qu'en fait, on est en train de se rendre compte que d'un côté, il y a les API Android qui vont évoluer, et de l'autre côté, on a des API de ces extensions de nos modules qui, elles aussi, vont évoluer avec le temps. Et là-dessus, on est en train de se dire que, ah tiens, il y a des choses très intéressantes qui peuvent arriver de cette manière. Et le photopicker, c'est finalement la première implémentation de ça. Alors, ensuite, donc, la personne qui a écrit cet article nous rajoute à la fin qu'en réalité, ce ne serait pas uniquement Android 11, 12, 13 qui pourra en bénéficier, mais il dit même la version 10. Alors, dans son article, c'est un peu bizarre parce qu'il parle ici d'Android 10 et ici il parle d'Android 9. Alors, je ne sais pas lequel des deux c'est. Comme je vous ai expliqué, les nouvelles fonctionnalités vont arriver avec les Play Services. Et lui, ce qu'il a fait, c'est tout simplement, il a décompilé cette APK, et ce qu'il a trouvé à l'intérieur, c'est qu'il y avait une activité qui ciblait Android 9. Et par ailleurs, il a trouvé qu'il y avait un provider qui avait été créé dans les Play Services, qui vous voyez juste ici. Et c'est un peu bizarre parce que en termes de nom, ça ressemble quand même pas mal à ce que l'on cherche. Mais pour le moment, il n'a pas réussi à le faire fonctionner. Mais potentiellement, on pourrait se dire que finalement, le photopicker, il va être backporté sur 9 et 10. Et donc pour nous, ce serait vraiment quelque chose de génial, parce que ça veut dire, comme je vous ai expliqué au début, plus de permissions et plus d'interface à développer. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est super intéressant sur le papier, parce que voilà, on est en train de se dire que finalement, le développement d'Android va peut-être évoluer pour se dire que sur les versions majeures, il y a des nouvelles fonctionnalités, mais en réalité, les anciens utilisateurs vont pouvoir en bénéficier. Par contre, il faut faire énormément attention, il y a une énorme étoile, tout ce mécanisme est basé sur les Play Services. Donc typiquement, les téléphones Huawei ou des téléphones chinois X ou Y, eux n'ont pas les Play Services. Et donc tout ce mécanisme, du coup, ne marche pas. Donc ça veut quand même dire que pour nous développeurs, il va falloir toujours penser au plan B, à savoir fournir l'interface comme on avait l'habitude avant. Voilà pour cette info qui est finalement super intéressante, et je vous propose de continuer avec les choses super intéressantes, avec les actualités en bref. Comme chaque mois, le classement Chubb détermine les langages les plus populaires en fonction du nombre de pages retournées par les moteurs de recherche. Si la position n'est pas très intéressante en soi, on va plutôt s'intéresser à la tendance. D'une manière générale, sur un an, les langages pour le mobile comme Swift ou Kotlin sont en progression, à l'exception de Dart. Je vous ai mis en description le lien vers le tableau. Sans transition, une première version bêta de Chrome 105 est disponible avec le support du Picture-in-Picture sur Android, mais uniquement pour les vidéos. On note aussi la possibilité de modifier la barre de titre pour le PWA,
mais uniquement sur Windows. Mercredi, Samsung présentait ses nouveaux téléphones et Google est brièvement monté sur scène pour expliquer que le Google Play sur Wear OS allait être amélioré d'ici à la fin de l'année. Au programme, des collections d'applications et des recommandations personnalisées. Bref, il va falloir se faire bien voir auprès de Google. Firebase a annoncé l'édition 2022 de son événement annuel, le Firebase Summit. Après plusieurs éditions en distanciel, la version 2022 se déroulera à la fois en ligne et à New York. Marquez bien la date du 18 octobre dans vos agendas car il y a toujours beaucoup de nouveautés annoncées. Enfin, on termine avec une anecdote qui sent bon les vide-greniers. En effet, un développeur a réussi à faire tourner du TensorFlow Lite sur un Commodore 64 en transformant son code en BASIC. Pour rappel, cet ordinateur était sorti en 82 avec seulement 64 kg de RAM. Un très bel exploit. Pour ce dernier sujet, on va s'intéresser au JavaScript. Alors, bon, c'est vrai que parfois en tant que dev mobile, si on fait du natif, c'est pas vraiment quelque chose qu'on aime trop utiliser, mais il y a quand même des choses intéressantes qui ont été dites là, je vais vous expliquer tout ça. On va parler de la personne que vous voyez ici, et cette personne, elle s'appelle Douglas Crawford. Et il a participé au développement de JavaScript, donc c'était pas lui le créateur, mais il y a participé au développement, et il est notamment aussi le créateur, pour le coup, du JSON, et d'ailleurs, je me trompe toujours, c'est pas JSON, c'est JSON, et aussi, quelque chose que moi j'ai appris, parce que je m'étais jamais posé la question, JSON, ça veut dire JavaScript Object Notation. Voilà, je ne savais pas du tout que le premier mot c'était JavaScript. Voilà, je ne sais pas si vous serez comme moi, en tout cas je me coucherai moins bête. Et donc dans cette interview, il explique plusieurs choses et je vais tout essayer comme d'habitude de vous expliquer. Donc déjà, il explique que donc, non seulement il a participé à JavaScript, créé JSON, mais il a aussi participé à un langage qui s'appelle le E. Et donc l'idée de ce E, c'était de créer un langage qui était fait pour les systèmes distribués et sécurisés. Donc voilà, c'est juste pour info parce qu'on va y revenir un tout petit peu après. Et une des questions qui lui a été posée, c'est, à votre avis, quel est l'avenir finalement de JavaScript? Et là-dessus, il n'y va pas de main morte parce qu'il dit tout simplement que la meilleure chose pour JavaScript aujourd'hui, ce serait de le mettre à la retraite. Alors c'est assez bizarre. Et donc il nous explique pourquoi. Et donc il y a 20 ans, il était l'un des défenseurs de JavaScript. Et il explique pourquoi, c'est tout simplement parce qu'avec toutes les fonctions imbriquées, les objets dynamiques, c'était une brillante idée. Tout n'était pas parfait et donc de son côté, il a essayé de corriger les défauts qu'il y avait au fur et à mesure. Ce qu'il s'est rendu compte, c'est que l'attrait pour corriger les problèmes fondamentaux, ça n'intéressait pas grand monde et qu'on avait plutôt tendance à rajouter des nouvelles fonctionnalités. Et ce qui est assez marrant, il explique que c'est un langage de dinosaure et qu'aujourd'hui, c'est carrément devenu un frein au progrès. Et qu'à la place, il faudrait plutôt aller vers un langage de type E, donc ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, sachant que le E, c'était un langage pour les systèmes distribués et sécurisés. Première chose dont il parle dans cet article. Deuxième chose, parce qu'après je reviendrai sur le reste, il parle de jQuery. Donc comme vous le savez, jQuery, ça fait généralement plutôt polémique. Et donc là, en fait, il explique son opinion là-dessus. Au moment où jQuery a été développé, le DOM, c'était, selon lui, un énorme bordel. Et pour ça, il était donc nécessaire d'avoir une couche au-dessus pour essayer de nous simplifier un peu la vie, nous, en tant que développeurs. Et il explique que jQuery était vraiment très brillant dans son implémentation. Mais depuis, les navigateurs, d'une manière générale, se sont améliorés et IE n'existe plus. Donc finalement, aujourd'hui, jQuery, il va dans le sens de la question qui lui a été posée. En effet, il trouve que jQuery, c'est un gros bordel et que c'est devenu beaucoup trop gros. La deuxième question qui lui a été posée, c'est est-ce qu'il faudrait un langage pour remplacer le JavaScript pour faire l'équivalent qu'il y a aujourd'hui. Et là, il dit, alors je vous donne déjà la conclusion, c'est bon courage pour ça. Mais il explique en gros ce qu'il faudrait faire. D'une part, il faudrait développer un nouveau langage un peu selon le paradigme de E, parce que voilà, il y tient beaucoup à ce langage E. Et ensuite, il dit aussi, il faudrait finalement que ce DOM
on le change, on l'améliore, on fasse des nouvelles choses. Mais pour ça, forcément, ça veut dire que tous les navigateurs devraient implémenter tout ça et que ce soit disponible en même temps. Et là-dessus, c'est justement pour ça qu'il dit bonne chance avec ça, parce que ça va être extrêmement compliqué. Donc ça, c'est à peu près tous les éléments qui sont à retenir dans son interview. Il parle aussi de qualité de code, mais je trouve que ses réponses sont un peu pas intéressantes en fait. Pour revenir à notre JavaScript, je suis tombé sur un autre article qui donne un peu plus de background en fait à tout ça. Et donc Brendan H, alors je prononce mal son nom, je suis probablement désolé, il explique que quand ce langage a été créé, en fait, il a été obligé de rusher. Et ce langage, donc, c'était fait, bien évidemment, comme on le sait, pour les pages web, et finalement, aujourd'hui, ça s'est très largement développé, parce qu'on le retrouve de partout, comme vous connaissez. Mais donc voilà, il explique qu'initialement, c'était un langage qui a été vraiment développé en quelques jours, en une dizaine de jours, et il savait qu'il y avait des problèmes inhérents dès le début. Finalement, ça rejoint, donc il s'appelait Douglas Crawford du podcast, ça rejoint son avis, qui est de dire, on a essayé de le corriger, mais ça n'intéressait pas les gens, et donc du coup, aujourd'hui, c'est devenu un langage qui est sur des fondations un peu bancales, et donc il faudrait remplacer tout ça. L'idée, c'est que moi, je ne vous donne pas mon avis, parce que j'en ai un, mais je n'ai pas envie de vous le partager, mais par contre, dans les commentaires, surtout, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous pensez de ce que lui dit. Parce que initialement, si on prend vraiment sa phrase de dire « il faut mettre JavaScript à la retraite et c'est un langage de dinosaure », si on extrait juste ces phrases-là, c'est du pur troll. Sauf qu'en réalité, on se rend compte qu'il y a vraiment des justifications qui sont fournies et qui sont tout à fait légitimes. Et donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez. Est-ce qu'il faut remplacer JavaScript aujourd'hui ou pas? Et donc voilà, c'était tout ce qu'il fallait retenir pour aujourd'hui en ce vendredi. J'espère que tout ça vous a bien plu. De mon côté, je vous souhaite un excellent week-end comme d'habitude. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, etc. etc. Il y aura peut-être une vidéo demain, je sais pas, je verrai. En tout cas, une chose est sûre, moi je vous souhaite un excellent week-end. Je vous donne rendez-vous lundi où vous aurez non seulement la vidéo, mais aussi, vous savez, les petites newsletters. Bref, à bientôt!